Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine économique concret. Comme vous le savez, dans ce magazine, nous avons le temps de faire une autopsie, une vraie autopsie sur les questions économiques, mais aussi les questions financières. Et pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule. Je suis avec notre invité que nous avons reçu il y a quand même assez longtemps. Il est analyste économique, il est chercheur, mais aussi enseignant à l'université de Lubumbashi. Il s'agit de monsieur l'assistant Socrate Ibuchi. Monsieur l'assistant, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Mariam, je vais très très bien. Les recherches, ça se passe bien? Jusqu'ici, ça va en tout cas très bien. Je continue à évoluer avec les axes de recherche prioritaires que j'ai commencé depuis 2021, 2022, nonobstant mes recherches habituelles sur le finance, sur l'économie d'une façon générale. D'une façon générale. Monsieur l'assistant Socrate Ibuchi, la grande question aujourd'hui est celle de savoir si l'économie marche bien actuellement. Si on vous pose à chaud la question de savoir si l'économie se porte bien en RDC, qu'est-ce que vous allez dire? L'économie congolaise est perturbée, s'il faut dire ainsi. Ça ne marche pas mieux, pas encore mieux jusque-là, mais on garde espoir. Il faut développer des intelligences, il faut identifier le vrai problème, quelles sont les causes de ces difficultés. Et lorsqu'on surmonte ça, nous sommes sur la bonne voie. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est les opportunités qu'offre cette économie. Si l'économie offre d'opportunités, c'est-à-dire quels que soient les problèmes, il y a lieu de revenir au bon sens, c'est-à-dire trouver des solutions à cette économie pour rendre plus aisée. Trouver des solutions face à cette économie, pour rendre cette économie, vous avez dit, aisée. Est-ce que vous pensez que ça sera possible de rendre cette économie aisée? Vous pensez? Oui, ça. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Je pense que lorsqu'on regarde toute l'année 2023, qui a commencé en 2022, il y a ce déséquilibre-là criant entre le marché monétaire et le marché des biens et services. Ce qui fait que sur les plans économiques, ce déséquilibre-là peut provenir de la surproduction, c'est-à-dire la production est supérieure à la masse monétaire. Ça peut créer également ce déséquilibre qui s'est fait constater par des conséquences, notamment l'inflation, etc. Mais l'économie congolaise souffre de problèmes de la sous-production. C'est-à-dire qu'il y a plus de la masse monétaire que la production locale. Ce qui fait que nous sommes en difficulté. Au-delà de ça, il y a l'inflation importée. C'est également un élément. Mais moi, j'ai toujours, depuis les mois d'avril 2022, j'avais fait une analyse certaine sur l'économie congolaise. J'ai trouvé que le problème est interne. Le problème est interne. Exactement. La demande aujourd'hui que nous avons des dollars américains, parce que c'est là le problème, notre économie est fortement dollarisée, cette demande est plus interne. Je localise cette demande qui arrive généralement au bout d'une période, c'est-à-dire à la fin de chaque mois. On prend les deux villes, je prends comme ville pilote, la ville province de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, je peux y ajouter également la ville de Kolwezi, etc. En moyenne, on a 75% de la population habitant ces villes, ce sont des locataires. Ce qui fait que lorsqu'on observe bien ces locataires, signent leur contrat en dollars américains. Par contre, le gouvernement et la plupart des salariés, à 50 ou 60%. Vous, les deux villes pilotes sont très importantes. Vous étiez en train d'expliquer que, par exemple, en ce qui concerne le paiement du loyer, tout est en dollars. Je vous en prie, professeur. Alors, merci beaucoup. Comme je le disais, c'est que toutes ces villes, c'est une analyse certaine qui demande une réflexion très très approfondie.
c'est que selon les enquêtes observées, effectuées sur terrain, montrent qu'en moyenne, 75, c'est-à-dire 75% de la population habitant ces villes, dans les rayons phares, ce sont des locataires. Ce qui fait que leurs contrats de bail sont signés en dollars américains. Or, en contrario, comme moi, je suis enseignant à l'université, je suis payé en francs congolais. Alors, si je suis locataire, c'est qu'à la fin de chaque mois, comme mon contrat de bail m'exige à ce que je puisse chercher les dollars pour payer, ce qui fait que la demande va augmenter à cette période-là. Quand la demande augmente, logiquement, la quantité de dollars va diminuer et par conséquent, le taux va galoper. Ce qui fait que toutes ces fluctuations, ça fait que les gouvernements, même s'ils mettent en place 1,5 milliard sur le marché pour équilibrer, ce n'est qu'une mesure à court terme. Ce n'est qu'une mesure à court terme. À très court terme. Et après, on redevient encore les mois prochains, même situation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous galopons. Nous sommes aujourd'hui sur les taux parallèles, c'est à peu près à 2750 pour $1. Donc, ça ne fait qu'avancer. Et le pouvoir d'achat diminue parce que les 400 000 qui étaient quand le taux était à 2000, c'était $200. Aujourd'hui, ça n'aura pas cette même valeur-là. Pas du tout. Ce qui fait que je serai touché. Raison pour laquelle moi je pensais qu'il faut qu'il y ait l'arrêté interministériel entre le ministère de l'économie, finances, et d'autres ministères qui doivent intervenir, de telle sorte que on puisse d'abord ramener tous les contrats de bail en francs congolais. L'arrêté interministériel entre les différents ministères, oui. Ça c'est d'abord une proposition pour ces conserver. Fidélisatrices, fidélisateurs, je rappelle que pour ce soir, nous sommes en train de parler des mesures qu'il faut prendre face à la situation de la dépréciation du franc congolais. Et cette dépréciation du franc congolais se vit face à la devise étrangère, à la monnaie étrangère. Et pour ce soir, monsieur l'assistant Socrate Ibouchi nous propose des remèdes. Les remèdes, qu'est-ce qu'il faut? On y va. Merci beaucoup. Étant donné que dans mon analyse, je prouve, je certifie que la demande est plus interne. Si nous disons que notre économie est fortement dollarisée, c'est la demande interne liée d'abord à ces premiers secteurs-là que j'ai identifiés. D'abord le loyer. Loyer. L'arrêté interministériel qui va d'abord ramener tous les contrats signés en devise en francs congolais. C'est que les bailleurs vont se demander maintenant, nous, comme nous en vivons, non? J'espère que vous n'avez pas un bailleur qui est en train de vous suivre. Il doit me suivre, mais il doit suivre mon cabinet d'expertise comptable. Et j'ai loué également. Donc les bailleurs là doivent comprendre que nous voulons trouver une solution d'ensemble et lui-même va se retrouver dans cette activité-là. Donc lorsqu'on ramène tous les contrats en francs congolais, comme conséquence, le gouvernement va d'abord gagner. Il va gagner premièrement en... c'est que il y a l'impôt qu'on appelle l'impôt foncier. Cet impôt foncier est payé par les bailleurs. Le gouvernement aura le contrôle pour collecter cet impôt. Deuxièmement, la demande des dollars va sensiblement baisser. Parce que moi, lorsqu'on me paye en francs, je paierai également en francs. Et même les bailleurs, et même ceux qui ont besoin de dollars, lorsqu'on me paye en dollars, j'irai chercher les francs pour aller sur le marché, payer les biens et services. Donc, ce qui fait que, en passant par ces mouvements-là, le gouvernement va doublement gagner. Premièrement, il va conserver un peu ses réserves en termes de dollars pour équilibrer d'autres secteurs. Deuxièmement, ça lui permet de collecter l'impôt foncier, l'URL, qui est fixé, je pense, à 22%. Donc, voilà un peu ces éléments de préambule, c'est qu'on peut comprendre comme solution ou remède qu'il faut pour cette économie. Une première solution. La première solution, c'est d'abord au niveau de contrat de bail, le loyer. Alors, si vous pensez, sincèrement, si on essaie de revoir cette situation du paiement de loyer en francs congolais, ça va un tout petit peu influencer la situation de la monnaie en RDC, la situation de ce taux de change en RDC. Vous pensez? Grandement.
grandement. Quand on dit que la demande est intérieure, donc je ne voudrais pas citer toutes les villes. Parce qu'aujourd'hui, des mamans qui sont à Kapanga, ils savent même pas, ils n'ont même pas besoin de demander le taux de dollar. Parce que là-bas, les dollars ne circulent même pas. Ils n'ont pas besoin de demander les dollars. Et pour cette maman-là, elle voit qu'elle a ses 20 000, ses 30 000, elle passe sur le marché, elle s'approvisionne, c'est fini. Mais seulement dans des grandes villes où nous avons besoin de dollars. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons indexer ça en dollars américains. Or, toutes les structures étatiques, les salaires sont fixés en francs congolais. Et d'ailleurs, même l'économie congolaise, les lois de la RDC voudraient que même dans des magasins, les prix soient fixés en francs congolais. C'est lui qui fixe les prix en dollars. En tout cas, il est passible à des pénalités très grandissantes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dédollariser l'économie congolaise, c'est passer d'abord par ce secteur-là, un secteur vital pour moi. Je considère que c'est un secteur pilote. Lorsqu'on moralise ça, toute la suite, ça va suivre. Est-ce que nous n'arrivons pas à cette situation de dollarisation en RDC à cause des politiques congolais? Là, vous avez épinglé qu'il y ait un arrêté ministériel entre le ministère de Finances, le ministère de l'Économie, Habitat, pratiquement tous les ministères qui sont concernés dans ce dossier de loyer, de location de maisons, des appartements. Mais est-ce que nous n'arrivons pas à cette situation de dollarisation à cause des politiques congolais? Est-ce que vous pensez que les politiques congolais, aujourd'hui on ne parle pas des députés nationaux, des députés provinciaux, on ne parle pas, par exemple je prends ce cas-là de leurs émoluments, de leurs dus en francs congolais, on le dit c'est en dollars, 33 000 dollars pour un député national comme émolument. Est-ce que le problème ne commence pas à ce niveau-là? Et pourtant, les députés nationaux, ce sont ceux-là qui sont censés voter la loi. Est-ce que ce n'est pas un problème des politiques congolais? Oui, ce côté-là également, c'est une des raisons pour dire que aujourd'hui, lorsque tout ce que nous avons en termes de rémunération, émoluments et tout ça, pour certains secteurs, lorsqu'on indexe 100 $, c'est ce qui frise les bonnes mœurs de l'orthodoxie financière. Mais j'estime que ici, ce problème-là, c'est un problème criant, en dépit du fait que la politique prime sur le bon sens, prime sur les compétences, prime sur l'économie congolaise. Et pourtant, ça devrait être l'inverse. Ça devait être l'inverse. Pour prétendre revenir à la situation normale, c'est vrai qu'il faut tenir compte des compétences, il faut tenir compte des théories. La politique congolaise s'écarte plus des théories économiques, s'écarte de l'orthodoxie financière. Ils sont plus axés sur les économies de réflexe. Quand vous demandez aujourd'hui, avec ce gouvernement, il y a possibilité de revoir certaines choses. Quand on dit qu'il y a un budget, oui, le nouveau gouvernement, c'est de proposer que l'argent ou les budgets que nous avons prévus en termes de dépenses, les émoluments, etc., même les salaires des ministres et tout ça, on revoit à la baisse pour privilégier le développement. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème. Il y a un budget qui est annoncé, qui a été voté par les élus dans la législature passée. Et aujourd'hui, après, quand la Banque mondiale va venir, ils vont essayer de revisiter ces budgets-là. Ça ne va pas sortir le même budget, 16 milliards, etc. Nous serons moins que ça. On aura moins que ça si nous voulons nous approcher à la réalité. C'est la même chose avec cette activité-là des élus, des émoluments, tout ça. Donc il y a lieu de revenir au bon sens pour parler de développement. Parce qu'à un certain moment, on se demande, ici pour les députés, on ne le voit pas, mais nous avons des dépenses imprévisibles, par exemple les efforts de guerre, qu'on ne sait pas évaluer, on ne sait pas ça va aller jusqu'où et quand. Donc, si nous avons des dépenses qui sont prévisibles, autour desquelles on peut les toucher, moi je ne vois pas les mal. Et je louerai vivement qu'on revoie un peu, si c'est vrai que ça va arriver autour... déjà si c'est 21 000 là, c'est... Non, on parlerait maintenant de 33 000 dollars. C'est ce que je dis, d'abord les 21 000. 21 000 dollars, oui, la reçu passé, ça sautait déjà aux yeux. Et si aujourd'hui on doit augmenter de 30%, pour arriver à 33 000, je pense que c'est quand même salé. Je ne sais pas, cette rémunération sera justifiée par quoi? Partage des richesses?
Ça, c'est un autre... Parce que déjà, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Du fait que leur mission, le travail dont ils doivent faire, ça ne cadre ni avec le développement, c'est juste voter les lois. Juste pour voter les lois, on doit arriver jusque-là. Bon, je pense que c'est en contradiction de la vision autour de laquelle... En fait, c'est un autre débat. C'est un autre débat, comme vous venez de le dire, c'est vraiment un autre débat. Mais la grande question, c'est autour de ce phénomène de dollarisation. Puisque je vous ai posé une question, est-ce que nous n'arrivons pas à cette situation de dollarisation à cause des politiques congolais? Et c'est comme ça que tout de suite, je me suis dit qu'il faut que l'on parle de ce dossier des députés nationaux. Je n'ai cité d'abord que les députés nationaux. Je pense que même les sénateurs, les députés provinciaux, les émoluments ont été revus à la hausse, je pense. Et nous allons voir comment ça va se passer. Mais est-ce que les politiques qui ont accepté la situation de dollarisation, vous avez soulevé un aspect, les économies de réflexe. Nous avons aujourd'hui une économie de réflexe. Est-ce que faudrait-il, pour le prochain gouvernement, parce que nous avons, d'ici peu, il y aura un gouvernement, est-ce que pour le prochain gouvernement, il faudrait que l'on réfléchisse en termes de réflexe, en termes de réalisme, comment ça doit se passer pour arranger les choses dans ce pays? Vous avez donné une proposition, une première, n'est-ce pas, en ce qui concerne le loyer. Vous avez dit c'est mieux qu'on revoie les contrats de bail, que tous les contrats de bail, aujourd'hui, que cela soit signé en fait en francs congolais, qu'on ait des contrats de bail, le bailleur, les locataires se mettent d'accord sur un montant en francs congolais. Ça, c'est une première proposition pour vous en ce qui concerne cette situation de la dépréciation. Mais la deuxième proposition sera laquelle et comment vous voyez les choses pour le gouvernement prochain qui doit venir en ce qui concerne l'économie du pays? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs autour desquels nous... en tant que chercheurs, en tant que chercheurs, où nous nous fions pour fixer un dollar. Alors, je voudrais revenir un peu sur cette mesure-là. Je sais qu'il y a des mesures d'encadrement de cette disposition, de ces orientations dont je venais de donner en termes de propositions. Mais il est également important de souligner au fait qu'il y a beaucoup de secteurs autour desquels on peut arriver à toucher pour baisser la demande intérieure. Parce que ce qui fait que les dollars galopent, c'est la demande intérieure. Moi, je ne vois pas que mon bailleur, par exemple, un Congolais ou non, il vit au Congo et les 100% de son revenu, il peut allouer 60% sur la consommation. Et que pour ça, qu'il puisse conditionner notre contrat en dollars. Je ne trouve pas l'importance de cela. C'est irréaliste. Voilà. En fait. Moi, je prends le franc congolais, je paye les dollars, je vais, je lui donne. Lui, pour s'approvisionner ou pour consommer, il part, il verse encore les mêmes dollars sur les marchés. Donc, ça n'a pas de sens. Or, si 2, 3, 4 personnes viennent aujourd'hui, ou 50 personnes viennent auprès de vous, maman vous dit non, je veux faire une émission avec vous, j'ai besoin que vous puissiez faire une couverture médiatique. La demande augmente, et quand la demande augmente, quelle est votre tendance? La facture liée, n'est-ce pas, à la couverture médiatique va augmenter également. Donc, c'est logique et ça s'explique sur la vie pratique. Raison pour laquelle je pense que ce secteur-là est un secteur vital. Et donc, il faudrait mieux maîtriser et encadrer ce secteur-là. Okay. C'est de dédollariser d'abord ce secteur, et il y a beaucoup de secteurs également. Mais pour les prochains gouvernements qui viennent, je pense qu'on doit avoir des bons animateurs. Des bons animateurs qui doivent étudier la situation économique du pays et prendre des mesures idoines. En commençant par, moi je suis Congolais, je suis un conducteur. C'est le deuxième secteur que je vais donner. Je brûle les feux rouges. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Je brûle les feux rouges. Les agents de l'ordre, la police routière m'arrête, on me dit voilà, tu dois payer les amendes. Pourquoi pas fixer ces amendes, si c'est 1000 francs, si c'est 50 000 francs, si c'est 100 000 francs, que de mettre 100 $. Et c'est flou, je pense, ce secteur-là, lié aux pénalités et tout ça. Tout doit être fixé en francs congolais. Vraiment transformé et mis en francs congolais. Ça nous permet, je peux avoir mes 2000, mes 3000 et on le fait. Et j'ai vu aussi que en 2016, il y avait des dispositions prises de la bonne gestion. On a dit c'est mieux de bancariser l'économie congolaise. Mais pourquoi toutes les transactions ne peuvent pas être bancarisées? Et même les pénalités que l'on doit payer? Oui, même les pénalités qu'on doit payer. C'est-à-dire, lorsqu'on m'arrête,
les véhicules les mis là-bas, qu'on essaie d'organiser les choses proprement. Je paye à la banque et je ramène preuve de paiement. Mes preuves de paiement et on me libère les véhicules. Ça aussi, c'est un élément plus important. Dans les mécanismes liés à ces mouvements-là, c'est en évitant toutes sortes de petites tracasseries. C'est aussi l'argent qui échappe, qui échappe au trésor public. Et tout ça, il fallait diminuer sensiblement des pénalités. Quand on peut mettre des pénalités de 100, 500 dollars, vous voyez d'abord, si vous allez là-bas, vous allez voir des grilles là-bas, on a déjà mis en dollars. Vous pouvez mettre 500 000 francs par exemple. Ok. C'est beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu cette... Non, si ils ne vont pas vous montrer ça. Vous faites pression sur nos agents de l'ordre là, ils vont sortir ça, un truc qui date de très longtemps. Et vous allez voir là-bas, c'est vraiment mis en dollars américains. Et pourtant, on peut ramener ça en francs congolais en baissant les taux de pénalité. Parce que moi, je ne me vais pas brûler les feux rouges sur 3 000 francs. L'agent de l'ordre qui veut tenter de venir me corrompre, ou moi qui vais le corrompre, pourquoi je vais le corrompre à des 3 000 francs? Donc déjà, il y a un problème entre le corrupteur et le corrompu. Voilà. Quand je vois que le montant est au-dessus, et la corruption va intervenir là-dessus. Nous devons négocier. Mais si c'est 3 000 francs, il m'a arrêté, j'ai dit bon, ça va, merci. Je vais à la banque payer. Je vais à la banque, je paye, j'apporte des preuves de paiement et on libère. Mais donc il y a des petites choses comme ça qui font que le gouvernement peut se faire beaucoup d'argent qu'en mettant des factures un peu très chères. Des factures très chères, mais aussi en dollars. C'est en dollars, ça aussi. Donc, il y a en fait un exemple que vous m'aviez donné l'autre fois, de dire, par exemple, pour un service donné, dans d'autres terrains où il y a une diversification, il y a beaucoup de ces services-là, vendus par plusieurs personnes, ça peut coûter 200 000 francs. Que vous allez là où on peut le faire à 100 000, il y a ce problème-là, cette réalité-là de vitesse de service rendu. Celui qui met à 100 000 et peut faire 10, 20, et la personne qui a mis ça à 200 000, qui le ferait à 2 à 3. Celui qui le fait 2 fois parce qu'il a fait à 100 000, il a 1 million. Et la personne qui met ça à 200 000, il peut en avoir 2, il fait 400 000. Donc il y a un coût d'opportunité de 600 000 qu'il est en train de perdre. Donc je pense qu'il y a un souci réel dans les services publics qu'on puisse baisser le prix de plusieurs documents ou formalités d'usage que nous faisons. On les ferait à moins d'argent, peu d'argent, en diminuant sensiblement. C'est trouvé comme si c'est rien, mais la vitesse sera plus grande. C'est la deuxième proposition que vous faites dans cette ensemble des solutions. Exactement. Vous allez dans des communes de Lubumbashi ici, à Lubumbashi dans la comme ville, comme à Londo partout, documents comme attestation de naissance. Vous allez trouver ça à moins de 10 $. Mais je vous dis, c'est plein. Allez dans toutes les communes. C'est ce qui fait vivre même les communes. Principalement à Lubumbashi, à Kinshasa également, à la limite. Mais vous prenez par exemple l'attestation des nationalités. Nous sommes les Congolais, pour déposer un dossier quelque part, on vous dit bon, il faut le faire. Et quand vous allez là-bas, d'abord on va taxer 100 $. Casier judiciaire, la même chose. Pourquoi on met d'abord en dollars? Pourquoi cette réflexion en dollars? Parce que la loi congolaise... Une mauvaise politique. La loi congolaise nous a démontré, nous démontre que les pénalités, les taxes dans la loi congolaise sont fixées en francs congolais. Mais là-bas, quand vous arrivez, c'est déjà en dollars. Ça, c'est déjà un autre problème. Exactement. Alors, donc, la deuxième proposition pour vous, les services rendus, les taxes doivent être payées à la banque, mais en francs congolais. Exactement. Que pour éviter également la corruption. Éviter la corruption, on doit diminuer sensiblement les prix liés, n'est-ce pas, à ces services. Les prix liés à l'obtention d'un document, ça ne peut pas aller logiquement au-delà de 10 000 francs. Nous sommes des Congolais. C'est juste ce qui fait certifier que je suis Congolais, attestation de nationalité. On ne doit pas demander beaucoup d'argent pour ça. Quand on demande beaucoup d'argent pour ça, les détenteurs de ce document aura d'autres arrière-pensées. Ça lui permet d'aller au-delà. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit dans ce magazine. Très intéressant, les propositions que vous faites, monsieur l'assistant Socrate Ibuchi. Mais la province, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. L'espace Grand Katanga en général, c'est le maïs comme aliment de base. D'ici peu, on va connaître ce que nous avons toujours connu, la crise en ce qui concerne le maïs.
L'année passée, les Katangais en général, les Hauts-Katangais en particulier, ont vécu l'arrivée d'une commission interministérielle des membres du gouvernement national qui était venue notamment avec le ministre de l'économie de l'époque, donc le vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe, pour négocier le maïs. Alors, nous constatons avec vous, vous vivez avec nous ici, que nous n'avons pas assez de pluie dans le Grand Katanga, mais aussi le voisin, la Zambie, qui a l'habitude de ravitailler un peu l'espace Grand Katanga, particulièrement le Haut Katanga, en maïs, connaît également un souci en ce qui concerne les pluies. Sans pluie, on a un problème avec la culture de maïs. Alors, parmi les propositions que vous faites, est-ce que vous n'avez pas pensé à une proposition dans le secteur agricole pour voir comment faire monter l'économie en ce qui concerne le dollar? Votre point de vue? Je vous prends, j'insiste comme analyste économique. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons penser aux mesures à long terme. Les mesures à court terme, c'est notamment négocier sur le prix des maïs. Nous voyons avec les effets des réchauffements climatiques qu'en Zambie, il n'y a pas de pluie. Même au Katanga, ici, c'est un peu réduit. Mais en RDC, nous avons beaucoup de possibilités de faire l'agriculture. Des positions à long terme ou des dispositions à long terme, d'initiatives à prendre, pour moi, c'est la création d'une entreprise. J'ai vu le gouvernement provincial fournir des efforts, notamment de donner des intrants aux agriculteurs pour, avec un remboursement de 30%. Avec un remboursement de 30%, c'est aussi une mesure, mais une mesure à court terme, mais peu efficace à long terme. Mais s'il y a une structure, je parle d'une entreprise provinciale qui doit mettre une planification pluriannuelle pour la production locale, je pense que c'est après mesure qui soit une mesure idoine. Deuxièmement, je pense que la création d'une entreprise agricole provinciale. Exactement. Une structure agricole provinciale. Ça s'est fait à l'est du pays. Je pense qu'il pas du côté nord qu'il faut là-bas, de façon générale. Avec j'ai oublié les noms. Alors à ce moment-là, vous pensez à la création d'une entreprise agricole provinciale dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, pourquoi pas dans le Tanganyika? Exactement. Ok. Deuxièmement, c'est de financer les grands entrepreneurs qui sont dans ce secteur. Pas de financer à acheter la farine comme ça s'est passé en 2021, je pense, et renforcer comme ça quand ils vont amener, mais ils vont vendre à un prix moyennement bon qui vont permettre à la population de consommer. C'est une mesure, mais j'ai dit à court terme. À long terme, c'est de les renforcer, financer les investissements, qu'ils puissent avoir des minoteries ici. Comme ça, quand ils produisent, les gouvernements vont se retrouver, ils participent, les gouvernements, pas les individus, mais les gouvernements participent dans les entreprises. Quand ils renforcent leurs investissements, comme conséquence, les gouvernements auront toujours la même mise. Ça, c'est à long terme. À stabiliser les prix. Oui. Et vous pensez que cette proposition à long terme pourrait marcher? Ça va marcher, ça va marcher. J'ai vu ça aux États-Unis à l'époque de Covid. Le gouvernement américain avait financé les entreprises par peur de perdre les emplois. Parce que beaucoup d'entreprises, Ford, etc., ils se sont dit, nous voulons licencier plus de 50 000. Quand on a pris en moyenne, on a trouvé que quand les taux de chômage, quand on libère plus de 50 000, le taux de chômage va augmenter. Par conséquent, pour stopper à cette triste réalité, il faut financer ces entreprises en termes de subventions d'équipement et aussi, ce que je voulais dire, qu'au-delà de ça, il y a une subvention qu'on appelle subvention d'équilibre. On achète, si le prix de la farine c'est 10 $ et que les commerçants veulent ajouter 1 $ ou 2 $, le gouvernement achète ces 2 $. Il paye à ces gens-là et il le prend. Et même ici en RDC, ça se fait avec Total, Angel, dans le secteur des carburants. Ils ont toujours une subvention d'équilibre. D'équilibre, une subvention d'équilibre. Mais déjà là, 2024, la saison culturelle est perturbée pour plusieurs. À court terme, là, le gouvernement national, qu'est-ce que le gouvernement national qui sera bientôt mis en place pourrait faire à court terme? Parce que c'est un autre problème qui nous attend en ce qui concerne l'économie du pays. L'économie du pays,
prendre les secteurs vitaux, utiliser les subventions d'équilibre, chercher des mécanismes maintenant comment voir de mesures durables. Des mesures durables sur les éléments liés, n'est-ce pas, comme les facteurs clés de succès de ce secteur-là. D'abord, penser à l'équilibre, aux subventions d'équilibre. Vous insistez beaucoup sur les subventions d'équilibre. Exactement. Vous pensez que ça va vraiment marcher? Ça va marcher. On peut considérer ça comme les efforts de guerre. Okay. Voilà, comme effort de guerre, on s'est dit, bon, le carburant, les coûts ne vont pas augmenter. Comme maintenant, là où on part, je vois que c'est trop salé. Donc, le gouvernement devait rentrer sur la table. Pas dire que ces gens-là puissent diminuer, s'ils doivent diminuer, parce qu'on ne peut pas aussi encourager au gouvernement de trop exonérer plusieurs matières. Je pense que c'est aussi une mesure de réflexe. Sinon, finalement, comment il va mobiliser des recettes pour financer l'économie congolaise. Donc, moi je ne suis pas pour que l'on puisse s'exonérer. J'aimerais que les taxes soient là. S'il y a beaucoup de taxes qui ne se justifient pas, c'est vrai, on peut bannir ça, on peut supprimer ça, mais ce qui peut être fait, en tout cas, il fallait le faire. Ça, c'est le premier des éléments. Deuxième élément, c'est d'arriver maintenant, pour accompagner ces mesures, maintenant, on subventionne quelques secteurs pour permettre à la population de souffler. Parce que jusque-là, il n'y a aucune planification liée à l'augmentation des salaires. Ça, c'est aussi quand même intéressant. Parce que quand on ne crée pas de l'emploi, oui, on doit aussi voir améliorer la qualité. Il n'y a aucune planification sur l'augmentation du salaire? Non, jusqu'à ma connaissance, jusqu'ici, il n'y a pas. Parce que en tant qu'analyste économique, c'est une question très importante. C'est une question très importante. Voyez, l'homme est au centre de toute activité économique. Je pense que l'amélioration des conditions de travail et de vie de l'homme stimule à ce dernier d'augmenter la productivité de l'entreprise. Donc, je peux dire que la motivation est un des facteurs clés qui augmenterait la productivité. Je dis qu'aujourd'hui, les déséquilibres de l'économie que nous avons, c'est dû notamment à la sous-production. Pour dire que l'homme congolais n'est pas motivé. Donc l'homme congolais n'est pas motivé, il y a un problème réel en ce qui concerne la production dans notre pays parce que l'homme congolais n'est pas motivé. Monsieur l'assistant Socrate vient de le dire, que l'homme est au centre de toute activité, donc il faudrait que l'homme soit également bien traité, ou pour mieux dire, mieux traité. Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine de ce soir, magazine économique concret. Nous faisons le point sur la situation économique dans notre pays, mais nous insistons sur les remèdes. Monsieur l'assistant Socrate Ibouchi nous a déjà fait 3 propositions en ce qui concerne les solutions ou sinon les remèdes pour voir comment arranger les choses. Nous avons une situation qui perdure, la dépréciation du franc congolais. Finalement, le pays est dollarisé, l'économie, disons l'économie de notre pays est dollarisée depuis des années et ça commence à peser sur le peuple congolais, sur le social du Congolais. Monsieur Socrate, il y a des personnes qui pensent qu'il est important que l'on ait un très bon ministre des Finances dans ce pays. Il y a des personnes qui penseraient que Matata Mponyo a dû bien gérer le pays dans ce secteur de finances. Sous Matata Mponyo, on n'avait pas connu des soucis en ce qui concerne le taux de change, pas de fluctuation comme on le vit maintenant. Votre point de vue face à cette petite analyse qui est un peu polémique, mais qui est important pour vous en tant que chercheur et pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans ce secteur. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, gérer l'économie, c'est vrai, il faut parler de compétences, oui. Je suis d'accord qu'on doit chercher des compétences, mais je ne voudrais pas focaliser ce débat sur les noms. Sur des personnes. Sur des personnes. Des individus. Des individus, individualiser ce débat parce qu'il s'agit des finances du pays au niveau national. C'est la prise en compte des mécanismes liés à une gestion saine d'un ministère, lié à une gestion saine de finances publiques. C'est avoir des stratégies pour pouvoir permettre à une bonne gestion. Parce que si ces ministères-là
n'est pas géré par de bonnes compétences, je vais dire ainsi, c'est la vie de tous les pays qui est hypothéquée pour les 5 prochaines années. Je pense qu'on doit chercher des gens qu'il faudrait mieux faire pour que la situation puisse redevenir à la normale. C'est d'étudier logiquement l'économie du pays pendant les 30 dernières années pour voir où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils sont passés pour arriver jusqu'ici. Donc c'est une bonne mesure de coordination qui doit être mise en place. Une bonne mesure de coordination. Mise en place pour permettre à ce que ce gouvernement puisse arriver à réussir. Le problème n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème d'une gestion. Et cette gestion doit être calquée, n'est-ce pas, en détail. Comme on le dit, le problème est là, mais le démon réside dans les détails. Les détails, c'est ce que j'ai donné, c'est faire l'étude analytique de secteur par secteur. Le vrai problème, c'est lorsqu'on dédollarise le pays et on voit maintenant comment baisser le prix des services que le gouvernement nous rend. Deuxièmement, regardez tous les secteurs régaliens qui touchent à la mission régalienne du pays. Je pense que lorsqu'on arrive à faire ça, ça permettrait à ce que la situation puisse se stabiliser. Il ne s'agit pas d'individus, pas des personnes, mais il faut bien revoir le secteur, il faut bien étudier le secteur, il faudrait bien étudier, faire une bonne coordination, comme vous venez de le dire, oui. Mais nous sommes en train déjà de finir. En ce qui concerne les propositions, qu'est-ce que vous avez souhaité que l'on dise? Ce que l'on dit, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le gouvernement, ce nouveau gouvernement, doit faire l'effort d'être employeur et fournisseur. Employeur et fournisseur. Et fournisseur. Le nouveau gouvernement que nous attendons tous. Doit être employeur et fournisseur. Expliquez-vous. C'est que quand ce gouvernement, par rapport aux emplois qui existent, il paye mieux ses travailleurs en tant qu'employeur, il doit revenir au système des cantines dans tous les services. Parce que les employeurs, tels que nous sommes ici, sur 100% de notre revenu, bien qu'il y ait un débat des économistes là-dessus, mais je vous rassure qu'en moyenne, 60% est alloué à la consommation et les 40% à l'épargne. Quand on parle de l'épargne, c'est ça même notre investissement. Et donc, si les 60% sur les 100% payés revient impérativement à l'État qui est fournisseur par le système des cantines, c'est-à-dire on a la farine, on a ceci, cela, cet argent-là va retourner à l'État. Et il sera capable, en mesure, solvable, à payer les mois qui suivent. D'ailleurs, très bien avant les 30 jours. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de mesures, mais si les gouvernements, non seulement, ils essaient de dédollariser en baissant la demande intérieure des dollars, et deuxièmement, être employeur et fournisseur, je pense que nous allons trouver des solutions et il n'y aura pas de débat autour des individus. Donc je tiens à vous remercier vivement pour ce partage. On n'a même pas encore fini, mais moi je pense que vous êtes en train de les annoncer déjà, mais je suis un peu curieuse. Comment vous êtes optimiste que ça ira si le gouvernement est fournisseur et employeur? Je suis optimiste parce que c'est une opportunité, une des opportunités que le gouvernement en face. Voyez, les ménages, ce sont des centres de consommation. Parce que la RDC a plus de 100 millions d'habitants, c'est déjà une opportunité pour le gouvernement à exploiter. Or, là où il y a des consommations, il y a les impôts liés à la consommation, les impôts liés à la vie de l'homme. Et c'est tellement excitant quand vous voyez l'économie congolaise en bouillant, les activités sont là. Je pense que c'est une opportunité pour le gouvernement et de collecter les impôts et également d'encadrer ces impôts-là d'une manière rationnelle. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission de ce soir. Monsieur Socrate Ibouchi, votre mot de la fin pour clôturer. Pour clôturer, je nous souhaite bonne chance en tant que Congolais, parce que nous vivons. L'économie va mal, mais il y a certainement la possibilité de revenir au bon sens, de revenir à une économie saine, une économie souhaitable, et que ce gouvernement
se base sur des compétences, c'est-à-dire les compétences doivent primer la politique et non le contraire. Le prochain gouvernement. Le prochain gouvernement. Donc, vous espérez vraiment avec ce prochain gouvernement? J'espère beaucoup à ce prochain gouvernement. Ah ben, que les décideurs congolais, que les politiques congolais vous entendent et que les politiques congolais entendent également le peuple congolais. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC au Katanga, fidèles followers de notre chaîne YouTube Mag Concret, ça a été un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Vous avez eu le temps de suivre monsieur l'assistant Socrate Ibouchi. Avec lui, nous avons fait le tour de la grande question économique. Nous l'avons reçu en tant que chercheur, enseignant à l'université de Lubumbashi, mais plus comme analyste économique. Voilà pourquoi avec lui, il nous a proposé des solutions, des remèdes, 3, pour essayer de voir comment il faut dédollariser l'économie de notre pays. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la réalisation d'Espérance Média, dites merci à la programmation de l'RTNC au Katanga. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Bye bye et à la fois prochaine.